L'impôt sur la fortune immobilière est un grand débat. Psychologiquement, il est mal perçu et il peut emmener à des erreurs stratégiques patrimoniales chez beaucoup. L'impôt sur la fortune immobilière entre en compte lorsque le patrimoine net taxable dépasse les 1,3 million d'euros. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Avant, on avait l'impôt sur les grosses fortunes. Ensuite, on a eu l'impôt de solidarité sur la fortune. Maintenant, on a l'impôt sur la fortune immobilière. Il est très connoté économiquement et aussi politiquement. Et il est important de bien le comprendre pour savoir quoi faire pour éviter d'en payer. Une question qu'on pourrait se poser sur l'impôt sur la fortune immobilière, c'est qui est le redevable? Qui doit payer l'impôt? Et sous quelles conditions? Si jamais tu vis en couple, et ça peu importe le régime matrimonial, on va prendre en compte les deux patrimoines. Et si, par exemple, toi tu as 700 000 euros, ta conjointe a 700 000 euros, vous n'êtes pas marié ni pacsé, vous êtes juste en concubinage, eh ben on va considérer que vous devez payer l'impôt sur la fortune immobilière. Pas besoin d'être marié ni pacsé, c'est un impôt qui ne dépend pas de l'imposition sur le revenu. Il faut faire attention, si vous vivez sous le même toit, eh ben c'est un impôt qui peut vous toucher. On a une exception pour les époux qui sont séparés de biens ou en instance de divorce ou qui ne vivent pas sous le même toit, ils ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Il faut vraiment qu'on respecte ce critère. En droit, on appelle ça une séparation de corps, c'est-à-dire que les deux personnes ne doivent pas vivre sous le même toit. Pour déterminer le montant d'imposition sur la fortune immobilière, on va s'appuyer sur le foyer fiscal qui est différent de celui du foyer fiscal sur l'imposition sur le revenu. Dans ce foyer fiscal-là, on va prendre en compte les enfants mineurs, mais on ne va pas prendre en compte les enfants majeurs. Maintenant, comment déterminer l'assiette taxable brute? Ça va concerner tous les types d'actifs immobiliers qui soient bâtis ou non bâtis, donc les SCI, les SCPI, peu importe l'usage, bail commercial, droit d'habitation, peu importe, location, propriétaire, tout type d'immobilier y passe et est soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. En direct ou non, tous ces biens immobiliers seront pris en considération dans l'assiette taxable. On y trouve les actifs immobiliers sous crédit bail, ou même la location-accession pour le preneur et l'accédant. On a même la fiducie ou le trust pour le constituant. Tout à l'heure, j'ai dit que tout type d'immobilier entre en compte dans l'assiette taxable, mais c'est partiellement faux. On a quand même quelques exonérations. Par exemple, les biens et les droits immobiliers qui sont liés à un usage professionnel, ils seront exonérés. Ils ne seront pas pris en compte dans le calcul de l'assiette taxable. On a aussi une exonération des parts ou actions qui sont représentatives des biens immobiliers affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou même libérale d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu, ou même d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mais il faut que le propriétaire de ces parts ou de ces actions, ou alors un membre de son foyer fiscal, exerce cette profession à titre d'activité principale. Maintenant qu'on a vu les exonérations totales, on va voir maintenant les exonérations partielles. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Vous donner quelques astuces qu'on ne trouve pas partout. Si vous détenez des bois ou des forêts ou même des parts de regroupements forestiers, eh ben sachez que vous pouvez bénéficier d'une exonération de 75%. Si vous déposez des sommes sur un compte forestier et d'assurance, qu'on appelle CIFA, CIFA, vous êtes aussi partiellement exonéré. On a aussi une exonération sur les biens ruraux loués par bail à long terme et une exonération sur les parts de groupements fonciers agricoles non exploitants. Maintenant qu'on a vu les exonérations partielles, les exonérations totales, on a vu quel type de biens étaient soumis dans l'assiette taxable, on va voir aussi les abattements, parce qu'il y en a. Et lorsque vous avez une résidence principale, vous avez un abattement de 30%. Et c'est aussi le cas si jamais vous avez votre résidence principale dans votre société civile d'attribution. Ça reste très rare, mais vous pouvez bénéficier de l'abattement aussi de 30%. On a vu les exonérations partielles, totales, abattement. On a aussi des décotes qui peuvent être prises en compte, par exemple en situation d'indivision, en situation de crédit bail, en situation de location ou même de location-accession. Et que se passe-t-il en situation de démembrement? C'est l'usufruitier qui va être taxé sur la pleine propriété, malgré qu'il soit que usufruitier. On dit qu'il est soumis pour la valeur en pleine propriété. Donc l'usufruitier va devoir être imposé sur la totalité, malgré qu'il soit que usufruitier, sauf dans deux conditions. La première condition, c'est si la nue propriété a été vendue à une tierce personne, donc en dehors du foyer familial. Et la deuxième condition, si jamais lors d'une succession, le conjoint survivant a opté pour le régime par défaut, l'usufruit. Lorsqu'on a un couple marié et que l'un d'entre eux décède, le conjoint survivant a deux choix: l'usufruit ou une partie de la pleine propriété. S'il choisit l'usufruit, l'assiette taxable sera la valeur de l'usufruit. S'il choisit la valeur de la pleine propriété, ça sera ce montant-là qui sera pris en compte dans l'assiette taxable. On peut aussi déclarer quelques dettes déductibles. Pour ça, elles doivent exister au 1er janvier. Elles doivent être aussi personnelles aux redevables du foyer fiscal. Elles doivent correspondre aussi à un actif qui est imposable et elles doivent être justifiées. Pour les dettes déductibles, la loi fiscale plafonne
à 70% de la valeur de la résidence principale ou pour les patrimoines taxables supérieurs à 5 millions d'euros. La loi fiscale étale aussi le prêt in fine pendant toute la durée du prêt. Par contre, la loi refuse le prêt familial dans le foyer fiscal. Ou alors elle peut l'admettre, mais il faut qu'il y ait des stipulations. Par exemple, prêt familial mais en dehors du foyer fiscal. Comment déclarer son impôt sur la fortune immobilière et quand est-ce qu'il faut payer l'impôt sur la fortune immobilière? Pour la déclaration, c'est au même moment que sur l'impôt sur le revenu. Donc c'est au moment de la déclaration des revenus, on va déclarer aussi tout ce qui concerne notre patrimoine immobilier. Et puis pour l'impôt, ça va se faire au même moment que pour l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'on va payer au même moment, sauf si on choisit le recouvrement par voie de rôle, c'est-à-dire on va payer tous les mois avec un prélèvement à la source si on l'a défini. Si c'est pas tous les mois, on peut choisir une fréquence mais qui est définie par l'administration fiscale. L'impôt sur la fortune immobilière, il y en a qui ne peuvent pas y échapper. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des abattements, mettre en place des déductions, comme on a vu tout à l'heure, et savoir que avec des bonnes stratégies, on peut l'éviter. Par exemple, si on a du patrimoine immobilier mais qu'on le destine à des fins professionnelles, eh ben on y échappe. Donc si vous avez beaucoup de biens immobiliers, il faut penser justement à des stratégies qui vont vous permettre de réduire l'impôt sur la fortune immobilière.